J'ai commencé comme, on va dire un amateur, un Mhm. très gros amateur, hein, puisque moi je suis pas du tout issu de ce milieu, hein. Moi j'étais dans l'armée, j'ai absolument jamais appris, ni à vendre, ni, à convaincre qui que ce soit. Le move entre guillemets le plus, décisif que j'ai pu faire, c'est d'arrêter les abonnements, heu, illimités. Voilà. Donc là aujourd'hui, si j'ai un abonnement illimité à 115 €, mais en fait, personne ne le prend. Personne ne le prend. Déjà, merci de nous recevoir Avec plaisir. dans ta salle. Là, on est à War Machine 2. C'est une Exactement. salle que tu as ouverte en 2020, c'est ça? Tout à fait. Du coup, période Covid. Ouais. C'était peut-être pas évident aussi. Timing parfait. Timing parfait ouais, pour une salle de C'était sport. magnifique. Ouais, c'était très, très chaud, j'ai failli me faire essuyer les deux salles, hein, clairement, Ouais. Il a fallu s'accrocher, il a fallu y croire, on a tenu, et maintenant ça va quand même beaucoup mieux, mais ça a été vraiment très, très dur, surtout quand, on connaît entre guillemets «le succès», si on peut dire ça comme ça, parce que ma première salle était pleine à craquer, j'avais une liste d'attente, gigantesque et puis, bam, je me prends le Covid en pleine tête et Ouais. alors là, boucherie, quoi. Mais non, ça va beaucoup mieux et voilà, il a fallu y croire et j'ai bien fait. Donc là, on n'est pas tout à fait à Nantes, on est un peu loin de ta première salle. Enfin, on est juste au sud de Nantes, si je peux dire. Ouais, un c'est ça, peu, on est à 25 minutes 23 minutes exactement de la première salle, donc dans le Sud-Loire, dans une ville qui s'appelle Haute-Goulaine, et dans le vignoble, quoi, donc petit coin sympa. Ok. Nous, ce qu'on a voulu voir avec toi, c'est qu'on a vu que tu avais un modèle économique qui était assez atypique, assez intéressant par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres salles. C'est un peu explorer toutes ces thématiques-là, voir aussi la structuration de ton équipe qui est assez intéressante. Toi, tu fonctionnes un peu comme un business plus que comme une salle de CrossFit plutôt classique avec. Ouais, ouais, j'ai commencé comme, on va dire un, un amateur, un très gros amateur, hein, puisque moi je suis pas du tout issu de ce milieu, hein. Moi j'étais dans l'armée, j'ai absolument jamais appris, ni à vendre, ni, à convaincre qui que ce soit. Mon but c'était un peu plus, on va dire un peu plus, basique, et en fait, il a fallu que je m'adapte, il a fallu que j'apprenne sur le tas, que je fasse énormément d'erreurs et puis en fait que je fasse, essai, erreur, correction, essai, erreur, correction, essai, erreur, correction. C'est un nombre de fois incalculable et aujourd'hui, je suis arrivé justement à une structuration qui me permet de pas frôler le burn-out, tous les 6 mois comme j'ai failli avoir, pendant des années, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a une structuration, il y a beaucoup de réflexion, il y a une remise en question, il y a des grosses prises de risques, et aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. Du coup, est-ce que tu peux te présenter là? Tu parlais de l'armée notamment. Est-ce que Ouais. tu peux présenter un peu ton parcours et d'où Ok. tu viens? Donc moi, je me suis engagé à l'armée quand j'avais 17 ans et demi, exactement, dans les commandos de l'air. Mon rôle, c'était la protection des zones sensibles et des convois de missiles nucléaires. Donc au départ, on se prend vraiment pour un agent secret, hein, clairement. Puis finalement, c'est un petit peu tout le temps la même chose, donc on finit par se dire bon bah c'était sympa, mais j'aimerais bien faire autre chose. Donc j'ai tout fait pour pouvoir rentrer dans les forces spéciales, mais je me suis rendu compte assez vite que c'était quand même, c'est vraiment une autre sphère. Et en fait, on n'a pas de vie et on risque sa vie et on défend potentiellement des choses qui sont peut-être pas certaines fois très éthiques. Donc je me suis dit on va passer sur autre chose. J'avais pensé à la gendarmerie et en fait, pour ma reconversion, en fait, j'ai demandé à tout mon carnet d'adresses. Je leur ai dit vous me voyez dans quoi parce que je suis complètement paumé. Ça fait 10 ans que je suis militaire, je voudrais changer. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai reçu 80% des réponses de coach sportif, coach sportif, coach sportif, tout le monde. Alors que moi-même, j'y avais même pas pensé en fait. Ok. Et donc je me suis dit bon bah moi qui voyais le coach sportif un petit peu comme un gigolo qui s'occupe de la cinquantenaire dont le mari est parti à l'international, tu vois, qui lui fait faire une séance de sport, mais ça peut dériver, tu vois. C'est vraiment la vision que j'avais du coach sportif, hein. Et donc je me suis dit non, il y a quand même de la physio, il y a quand même de la natte, il y a quand même voilà. Donc c'est un vrai métier. Et donc je me suis reconverti et dans la foulée, tout de suite, j'ai commencé à faire les travaux pendant mon BPGEPS, donc pendant mes études pour devenir coach sportif. C'était une évidence que ça allait bien se passer. Et donc j'ai ouvert ma salle dès l'obtention de mon diplôme. Voilà. Il y a 10 ans maintenant. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un lien assez fort entre justement l'armée et le CrossFit. Enfin, on a pas mal de honneurs qui sont issus de l'armée. Bien sûr. Bah, en fait, c'est un petit peu martial.
Martial, c'est en rapport un petit peu avec la guerre, donc il y a une vraie volonté de cadrer les choses et on va dire d'aller chercher du résultat, d'aller chercher aussi une figure, c'est-à-dire que quand on arrive dans une salle et que il faut que le coach il pèse, il faut qu'il ait de la comment je peux dire, de la légitimité. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans un dojo, mais c'est aussi ce qu'on peut retrouver un petit peu dans le CrossFit avec on va dire un mélange entre le martial et aussi le fitness, ce qui fait qu'il y a un vrai cadre, il y a un respect du coach, etc. Mais en même temps, c'est plutôt fun. Si on se retrouve avec une salle qui est beaucoup trop martiale et pas assez fun, en fait, elle fonctionnera pas. Et si c'est trop fun et pas assez cadré, ça fonctionnera, hein, mais ça va être un sacré bordel à gérer. Donc, il faut vraiment un mélange entre les deux. Okay. Et du coup, est-ce qu'il y a eu, là tu disais que justement les gens te voyaient coach sportif, est-ce qu'il y a eu un déclencheur vraiment à un moment? Est-ce que c'est, je sais pas, la passion pour la méthodologie CrossFit ou plus l'aventure entrepreneuriale qui t'a fait te lancer là-dedans? Par rapport à la vision des gens, pourquoi est-ce que les gens disaient que Non, plus toi, te lancer dans ce projet-là, d'ouvrir ta première salle. oui, bah, en fait, tout simplement parce que j'adore transmettre. Voilà. Je pense que je suis un bon vulgarisateur. J'utilise énormément, par exemple, des métaphores pour pouvoir transmettre un message. J'aime justement donner des résultats. Et surtout, en fait, il y a eu une prise de conscience où je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, parce qu'à l'armée, ça picole. Ça fait pas que picoler. Hein. Donc, je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, je me suis simplement fait on va dire un graphique dans ma tête, hein, abscisse ordonnée. Et puis, en fait, si jamais je trace un trait et que je continue comme ça, je vais exploser en vol. À 30 ans, je me reconnais pas dans la glace. Et à 40 ans, je deviens dépressif. Donc, en fait, je me suis dit, il faut absolument que je me reprenne en main. Il faut absolument que. Moi, quand je me suis engagé à l'armée, par exemple, avec mes potes à 17 ans et demi, 18 ans, j'avais tendance à picoler, je fumais. Donc, en fait, je me suis vraiment complètement repris en main. J'ai vu énormément de choses qui ont changé sur mon état d'esprit, ma confiance en moi, et même tout simplement ce que je pouvais projeter aux autres. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je puisse transmettre ça d'une certaine manière. Donc j'ai commencé par exemple un stage de combat à l'armée, où j'ai commencé à aborder la physiologie, l'anatomie, etc. Ça m'a plu énormément. Et puis finalement, quand les gens m'ont dit, il faut que tu fasses coach sportif, je me suis dit, ouais, c'est pas si bête. C'est fou que les gens sachent à ma place quand même. Ouais, c'est clair. Ok. Donc le CrossFit est arrivé en France en 2011, c'est ça? Je crois que la première salle en 2011. Il y a des, ouais, ça varie. Il y a des infos comme quoi c'est 2010, d'autres 2011, 2012. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Dans le genre. Ouais. Toi, c'était 2014 ta première salle, donc tu es quand même partie des premiers, enfin des précurseurs dans ce domaine. C'était quoi un peu ta vision du milieu CrossFit à cette époque-là? Elle était plutôt vague. Je me suis contenté de faire des tutos. Moi, j'ai vraiment commencé en 2012. J'ai eu très très peur parce que je me suis dit c'est n'importe quoi, il mélange tout. Enfin, le gars, il est en train de faire des muscle-up à la barre et dans la folie, il va dans une piscine et puis après, il soulève des haltères. Enfin, on dirait qu'ils ont pris n'importe quoi, ils ont foutu ça dans un shaker et puis allez, vas-y. Et en fait, non. En me renseignant, je me suis rendu compte que c'était quand même très très réfléchi, que c'était notamment sur la nutrition aussi. Et donc j'ai testé. Je me suis dit, je vais commencer par du poids de corps. Ensuite, j'ai commencé à intégrer progressivement de l'haltéro, de la gym, simplement en m'inspirant de ce qu'il y avait sur YouTube, notamment avec Camille Leblanc-Bazinet pour ses tutos de Butterfly. Et puis, petite anecdote, petit souvenir pour ceux qui ont travaillé le Butterfly sur le tuto de Camille Leblanc-Bazinet. Et puis j'ai commencé en fait à faire de l'haltéro. Voilà. Et puis, je suis allé dans d'autres salles aussi pour pouvoir un petit peu m'inspirer de ce qu'ils pouvaient faire. Et là, je me suis dit, c'est parti, on y va. Ah oui, très important. Je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi d'ouvrir une salle si j'avais pas tout et bien. Okay. Je pouvais pas me permettre de faire ça. Ouais. Si jamais j'ai un adhérent qui débarque et en fait, il a 3 ans de CrossFit dans les pattes et qui me met à l'amende, ça, c'était impossible pour moi. Donc, il y avait vraiment une volonté de maîtriser et d'être vraiment à l'aise sur absolument tout. Donc là, tu veux dire en termes de pratique, en termes de pratique pour derrière pouvoir coacher et être, on va dire, légitime. Ok. Voilà. Ok. Tu sais combien il y avait de box en 2014, justement, quand tu as ouvert ou à peu près sur le groupe que je gère, on est plus de 700. Je crois qu'on est passé à 760. Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'on a dépassé les 800, je crois.
Voilà. Après, en ce moment, ça varie vachement parce qu'il y a plein de désaffiliations. Je sais pas quel est le nombre et il y a aussi pas mal d'affiliations. Donc, je pense qu'on doit osciller dans les 800 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mm. Et là, par exemple, on n'a aucun moyen de le savoir. Ouais. En fait, si par exemple CrossFit nous dit c'est tel chiffre, c'est impossible de le vérifier. En tout cas, moi, j'ai pas l'information de comment le vérifier. Donc, ils peuvent nous dire en fait ce qu'ils veulent. Ok. Si tu devais là présenter un petit peu War Machine, ton écosystème, tes valeurs que tu prenais à ta salle, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui connaît pas la salle? Eh ben, quelqu'un qui va débarquer et qui voit War Machine, déjà, il peut prendre peur. Machine de guerre, ça fait un peu peur, mais c'est plus sur le côté, on va dire, humoristique. Parce que à l'époque, avec mon ex-associé, quand on finissait nos entraînements, on disait qu'on était des fucking War Machine. Tu vois. Et on s'est dit, pourquoi on n'ouvrirait pas en fait une salle qui est avec ce surnom en fait qu'on se donne. Ça a absolument pas fait peur à qui que ce soit, donc en fait, on a continué là-dedans. Les valeurs, c'est les valeurs du CrossFit classique. Il y a quand même essayer de conserver un cadre, parce que le cadre part très très vite en cacahuète hein, dans ce milieu-là, tout simplement parce que c'est du loisir. Et en fait, souvent les gens qui travaillent dans le milieu du loisir ont tendance à confondre un petit peu le travail et le hobby. Donc c'est deux choses différentes. Hein. Ouais. On revient sur ce que je disais avant, c'est qu'avant c'était très très simple. Hein. Il y avait des gens, ils venaient, je leur disais, est-ce que ça te dit, je t'entraîne et tu me donnes de l'argent. C'était tout. Hein. Il y avait rien, il y avait zéro cadre. Et puis à force de rajouter des couches de cadre, on a fini par vraiment se professionnaliser et devenir totalement carré et faire en sorte que ça tourne bien. Mais les valeurs, c'est, on va dire, je vais insister sur un truc, elles sont pas compétitives, par exemple. On ne pousse pas les gens à la compétition. Si les gens veulent faire de la compète, il faut qu'ils le fassent, absolument, il n'y a aucun problème, on les bloque pas. Mais contrairement au nom qui peut faire vraiment un état d'esprit très très compétitif, on l'est pas tant que ça. Ok. Voilà, Hmm. voilà c'est ce que je peux dire de War Machine. Ok. Ce qu'on veut, pardon, je reviens, on va dire un athlète de très haut niveau, type Games par exemple, Mhm. il a un niveau de 10 sur 10. Quelqu'un qui vient chez nous, il a un niveau à 2. Moi, mon rôle, c'est de l'emmener à 6, allez, 7 maximum. Ouais. Au-delà de 7, je suis pas la bonne personne. Ok. War Machine n'est pas la bonne structure. Voilà. Ok. Donc là, tu as commencé aussi à parler un peu de la structuration de ton équipe, Mhm. voilà, qui s'est cadrée au fil du temps. Est-ce que justement tu peux présenter un petit peu cette structuration et ce qui fait que voilà, tu es arrivé un peu à ce cheminement-là? Ouais. Donc, encore une fois, au tout départ, c'était très, très freestyle. Hein. J'ai fait une erreur, c'est de m'associer avec mon meilleur ami de l'époque. Donc, pour ceux qui le font, essayez de bien cadrer les choses et faites un pacte d'associé. Hein, cadrez absolument tout, même si ça vous coûte 2000, 3000 balles. Faites un pacte d'associé pour faire en sorte que, à la fin, quand ça s'arrête, tout est déjà notifié. Combien valent les parts, comment ça s'arrête, etc. Il faut absolument faire ce truc-là. Je sais que souvent, on a tendance à dire oui, mais t'inquiète, mais on se connaît bien et on va discuter et on n'est pas bête et on va se parler. Non, ça n'arrivera pas, je vous le dis. Ça n'arrivera pas. Vous allez vous prendre la tête. Et si les choses ne sont pas cadrées dès le départ, c'est trop tard. Ça va être une galère sans nom. Vous allez devoir potentiellement vous prendre le bec, aller au tribunal de commerce, dépenser énormément de thunes dans un avocat pour pouvoir vous défendre. Vous en avez pour 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans même des fois de tribunal de commerce pour une issue en plus qui sera peut-être pas favorable. Donc il faut vraiment faire les choses correctement. Donc voilà, donc j'ai beaucoup appris de ça. Hein. Ça m'a coûté une fortune, hein, puisqu'il a fallu que je rachète à un prix beaucoup trop important mes parts de l'époque pour pouvoir être tranquille et plutôt justement éviter de mal dormir et de me retrouver avec 2 ans et demi de tribunal de commerce. Ouais. Donc ça a été une école de la vie qui coûte extrêmement cher, hein, voilà, puisque ouais, il faut absolument apprendre de ses erreurs. Quoi. Donc pour revenir un petit peu sur le fonctionnement, donc évidemment moi je suis le propriétaire. L'idée c'est que je me rende compte en fait de ma plus-value. Hein. Ma plus-value c'est pas mettre des cadres. Mon but c'est d'aller chercher des idées qui vont améliorer les choses. Et donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais donner l'idée à mon équipe et c'est mon équipe qui va la mettre en place parce que la mise en place je suis pas bon. Je suis bon pour aller chercher les idées. Je suis bon pour dire, tiens, ça serait une bonne idée qu'on y réfléchisse. Je prends leur avis, je filtre, c'est moi qui conclue dans tous les cas. Donc ils me disent ce qu'ils ont envie d'apporter ou de supprimer, etc. Et puis c'est moi qui vais dire à la fin. Et ensuite, on structure. Donc par exemple, la mise en place de la vérification des standards près des coachs. Comment on le fait?
Est-ce qu'on se place à tel endroit quels sont les standards qu'on va vérifier? Est-ce que on le fait tous les 3 mois? Est-ce qu'on le fait tous les mois? Voilà, donc ça peut être cette chose-là. Donc moi, je suis un développeur, un créateur, mais sur de l'opérationnel du quotidien, je suis très très mauvais. Par exemple, la gestion des plannings, etc., c'est une catastrophe. Hein. Faut pas me demander des trucs sur les dates, c'est compliqué. Mais voilà, moi, je vais chercher quelque chose, on va dire des bas-fonds un petit peu, et je le mets en valeur. Et c'est mon équipe qui verrouille un petit peu le truc. Par la suite, juste en dessous, donc je vais avoir Laetitia qui est la manager, qui est une sorte de head coach plus, puisqu'elle peut faire du coaching, mais elle peut faire aussi de la com, elle peut faire, enfin, elle est ultra polyvalente. Et en dessous, on va avoir donc 2 alternants, un alternant en com pur et un alternant qui va faire et de la com et du coaching. En fait, c'est un, Ok, ouais. c'est un BPGEPS, hein. Mhm. Et en fait, on le forme sur la com pour qu'il puisse aussi être un petit peu polyvalent, nous filer un coup de main quand on a des coups de feu, etc. Et ensuite, il va y avoir donc les 2 salles. Dans chaque salle, il y a un référent. Donc c'est pas vraiment un head coach, c'est plus un référent. Il va me filer un coup de main. Il peut prendre des sous pour pouvoir, je sais pas moi, aller chercher du Sanitol pour nettoyer. Il peut, voilà. Il va s'occuper de réprimander potentiellement les coachs qui ont oublié de sortir les poubelles. Enfin voilà, son taf, c'est un peu un head coach, mais il a pas vraiment le rôle de head coach. C'est un référent. Et ensuite, juste en dessous, on a les coachs, et encore en dessous, on a les stagiaires. Voilà. Donc c'est un fonctionnement qui est typiquement pyramidal. Ouais. Voilà. Presque, ça pourrait voilà, presque comme une entreprise un peu plus classique que ce qu'on voit dans le CrossFit. Ça reste une entreprise classique, même si dans le fonctionnement, je prends énormément l'avis des gens. Je peux très bien être dans la salle, me poser des questions, réfléchir sur la com, réfléchir sur les tarifs, réfléchir sur les trucs, et puis tout simplement poser la question à un coach qui passe en disant tiens, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc c'est pyramidal tout en étant un peu horizontal dans la manière d'aller chercher le meilleur de chacun. Ça, c'est un fonctionnement que tu as opéré il y a combien de temps? De Enfin, quoi? un changement que tu as opéré il y a combien de temps, ce fonctionnement-là, justement un peu plus hiérarchique, disons? Je peux pas te dire parce qu'en fait, ça s'est fait en 10 ans. Ok, ouais, c'était vraiment au fur et à mesure où tu as affiné. Si tu as raison, il y a quand même eu un shift. Il y a eu un gros changement et une grosse prise, parce que j'ai fait une formation sur le management, la communication. J'ai oublié le 3e, management, communication. Moi, j'ai fait une formation d'1 an là-dessus. Et j'ai opéré quand même pas mal de trucs. Et c'était surtout pendant le Covid. Là, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je mette toutes les chances de mon côté, parce que sinon, c'est simple, en fait, je vais disparaître. Il faut absolument tout cadrer. Il faut que les coachs ne se posent pas de questions sur quoi que ce soit. Tout est dans le contrat, tout est notifié. Donc, j'ai mis en place, voilà, quand le coach il arrive, il a une feuille où il est marqué le code. Il est marqué qu'il faut qu'il commence son cours à telle heure, qu'il prépare son tableau à telle heure, qu'il y a ça à faire, qu'il y a ça à telle heure. Tout est listé. Un coach qui dirait ah bah ouais mais j'étais pas au courant, ça n'existe plus, c'est impossible. Ok, ouais. C'est T'as vraiment mis un cadre en clair. très Moi je me strict. souviens très très bien d'avoir discuté avec quelqu'un qui avait je sais pas combien de restos. Il dit imagine que tu parles à un enfant de 4 ans. Voilà. Tout est notifié. S'il se pose des questions, tout est marqué sur une feuille. C'est impossible qu'il sache pas. Voilà. Et tout est comment je pourrais dire, clarifié et facilement compréhensible. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis en place. Et ça change absolument tout, quoi. C'est dur à faire, surtout quand on a une équipe qui depuis très longtemps est là et qui a absolument pas été habituée à ce cadre-là. Ils ont l'impression qu'on pète un câble et qu'on devient tyrannique, alors que en fait non, c'est juste qu'avant c'était n'importe quoi et qu'en fait il faut juste essayer de cadrer toujours. Voilà. Donc cadrer, et puis toi faire ce sur quoi, enfin déléguer un peu ce sur quoi t'étais moins bon aussi. Ah ouais, faut les trucs sur lesquels avant je faisais tout. Justement, je m'occupais du ménage, de la com, des problématiques avec les clients, etc. Machin. Et en fait, j'étais mauvais partout. Voilà. Donc là, désormais, je me concentre sur ma valeur ajoutée. Et par exemple, Laetitia, elle a une valeur monstrueuse sur certains aspects. Et puis Teddy va être super sur certains aspects, etc. Donc je délègue les choses que je sais pas faire. Ouais, essayer de trouver un peu les forces de chacun. Exactement. Et là, tu penses avoir trouvé un bon équilibre justement dans ce fonctionnement-là? Ah oui, complètement. Ouais. Si, là, ça fonctionne bien, c'est plutôt lisse. Ça me permet justement je coache plus, tout simplement. Je fais des remplacements désormais. Ouais. Et là, je suis plus simplement dans du quotidien.
j'ai pris de la hauteur et maintenant, je peux analyser beaucoup plus de trucs que simplement être dans le rush. Ah putain, c'est bon, je suis arrivé, il faut que je fasse le ménage. Non. Là, maintenant, je prends de la hauteur, j'ai beaucoup plus de vision. Donc au final, c'est pas difficile de maintenir un fonctionnement tel que celui-ci tant qu'il est défini, bien défini avec un cadre. Ouais, c'est ça. C'est très dur à mettre en place. Ouais, c'est ça. Mais une fois que c'est mis en place et que des nouvelles équipes arrivent et voient que le système est déjà comme ça, là, pour le coup, c'est pas très compliqué. Est-ce que tu proposes des formations aussi aux personnes que tu intègres dans l'équipe? Est-ce qu'ils se forment sur certains sujets ou c'est vraiment spécifique à chaque métier? Alors, au niveau du coaching, par exemple, on peut proposer un coach qui serait pas au niveau. On lui dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de venir, d'imaginer que tu es un simple client. On te donne, selon son, on va dire, ses problématiques, on te donne, allez, 3 mois, 4 mois, 6 mois, potentiellement même 9 mois, où on te dit, tu restes avec nous, tu es un simple client, et puis après, tu vas commencer à observer un petit peu, voilà, et pour qu'on puisse tout simplement, que tu puisses intégrer notre façon de fonctionner, que les gens puissent te connaître, etc. Et puis, si ça te va, si tu arrives à te mettre à la page, sur notre manière justement d'être, de faire sur Roi Machine, on va pouvoir t'intégrer. Donc en fait, ça fait une sorte de formation au long cours. Voilà, on lui offre un abonnement et puis il se met à la page, tranquillement. Finalement, c'est même beaucoup plus facile à faire plutôt que d'arriver et boum, il est dans le dur direct et il faut qu'il s'adapte à plein de trucs d'un coup. Donc ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire. C'est pour l'instant, t'es pas prêt. Voilà. En gym, t'es pas prêt, par exemple. En machin, t'es pas prêt. Prends ton temps. Et c'est là que ça nous permet de nous rendre compte aussi de l'intérêt du coach. C'est que, en fait, on le dit, c'est open bar. Tu viens quand tu veux. Puis bah, s'il vient pas beaucoup, s'il pose pas de questions, s'il s'adapte pas, bah, on bosse pas avec lui. Ok. Et de ce que tu perçois des autres salles, des autres environnements de travail, est-ce qu'il y a une norme justement en termes de fonctionnement, de structuration d'équipe, ou est-ce que c'est un peu plus Non, il y a pas au cas par cas? chacun fait comme il veut. Il y a certaines box qui sont un peu tyranniques et ça fonctionne très bien. Enfin, ça fonctionne très bien. C'était, je crois, Machiavel dans Le Prince qui disait si on veut bien diriger, il faut être craint. Et en fait, il y a des gens qui sont beaucoup trop gentils et qui se font complètement écraser. Ils se font marcher dessus par leurs équipes. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont beaucoup trop tyranniques et c'est un peu compliqué. Faut essayer de chercher un petit équilibre. Mais non, chaque box fait un petit peu comme il veut. Et c'est une problématique d'ailleurs, puisque on se retrouve avec des gens qui sont passionnés et qui comme moi, en fait, ont démarré en mode vraiment total freestyle. Et puis qui sont toujours en total freestyle 10 ans après et qui arrivent toujours pas à gagner leur vie. J'ai fait un sondage, par exemple, sur le groupe que je gère, qui s'appelle propriétaire de box francophone. Et en fait, j'ai fait un sondage pour connaître le salaire moyen d'un propriétaire de salle de boxe francophone aujourd'hui. C'est 1500 balles. C'est une catastrophe. Donc, il n'y a pas de raison que... C'est un salaire moyen en plus. C'est le salaire moyen. Ouais. Le salaire médian. Ok. Salaire médian. C'est allé jusqu'à 4000 €, mais je crois que la personne qui a répondu 4000 €, elle a 3 ou 4 box. Donc, dans tous les cas, ça fait quoi? Ça fait moins d'un SMIC par box. C'est quand même une cata, quoi. Donc c'est très très dur d'en vivre. Les gens pensent que en fait notre métier il est cool et qu'on gagne bien notre vie parce que je sais pas, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de matos, peut-être parce que c'est grand, peut-être parce que en fait non, enfin là aujourd'hui il y a plein de propriétaires de salles. Ils se mettent commerciaux chez un vendeur de matos et ils font au moins le double, sans compter les avantages avec la bouffe, avec la bagnole offerte, etc. Enfin, non, c'est dur parce en fait, on est un petit peu un kiné, on est un petit peu un diète, on est un petit peu un psy. Et en fait, on mélange plein de professions en même temps. Et si on fait les choses super bien, on change la vie des gens. Et pourtant, en fait, on gagne une misère, quoi. Quand on regarde les prix des abonnements aujourd'hui en France, c'est totalement catastrophique. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le monde associatif fait que pour 150 balles par an, en fait, on peut aller s'entraîner dans une salle. Et après, on débarque ici en illimité. Moi, je suis à 115 balles. Les gens ils disent, mais vous êtes des fous. Bah oui, mais en fait, non. Si on fait pas ça, en fait, on périclite. Donc, en fait, il y a la TVA, faut payer les gens. Les associations, elles ont pas de TVA.
Donc c'est indispensable. Il faut absolument, je profite de ce micro là pour dire, il faut qu'on augmente tous nos tarifs. Absolument. Sinon en fait, personne va tenir. Personne va tenir. Tout le monde a commencé le CrossFit. Enfin, tout le monde a commencé comment je peux dire ce type de salle, même qu'on soit affilié ou pas, en essayant de coller aux salles classiques plus, c'est-à-dire à la base, il y avait des salles à 40-50 euros. On s'est dit on va faire un petit peu plus cher. Et puis on s'est retrouvé, comme moi en 2014, à faire un abonnement illimité à 77 euros par mois. Donc il y a quelqu'un qui vient, je ne me souviens plus du calcul, mais il y a quelqu'un qui vient 5 à 6 fois par semaine, il paye son entraînement moins cher qu'un grand café, quoi. Ouais. Il y a 50 000 balles de matos, il va prendre sa douche, il y a l'électricité, il y a quelqu'un qui s'occupe de lui pendant 1 heure, mais ça lui coûte moins cher qu'un kawa. C'est débile. Voilà, donc donc ça va mieux au bout de 10 ans, parce que tout le monde a augmenté ses tarifs progressivement, et les nouvelles box désormais s'adaptent à la tarification gagnée de haute lutte des anciens, mais il faudrait que ce soit normalement encore un peu plus haut. Ok. Voilà. Justement, ça nous fait une belle transition vers justement ton modèle économique que tu as réussi à trouver au fil du temps. Mais déjà, quand tu as commencé à réfléchir un petit peu à ton projet, est-ce que tu as réfléchi justement à la rentabilité dès le départ sur ton projet? Alors, dès 2014 ? Ouais, dès 2014, ou est-ce que c'est venu vraiment au fil de l'eau Non, l'idée dès le départ, c'était évidemment quand même de pouvoir en vivre. Maintenant, j'avais une vision simple, c'est-à-dire il faut que ça rapporte un peu plus d'argent que ce qu'on en dépense. Terminé. Ouais. Il n'y avait pas cette volonté Et puis surtout, la vision dans les chiffres, quand on regarde son compte bancaire, quand on regarde le bilan, j'y connaissais absolument rien. Donc je me suis juste dit, ce serait bien qu'on soit un peu accompagné pour gagner un peu plus que ce qu'on dépense. Terminé. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à structurer, à comprendre, à analyser. Et notamment, le move, entre guillemets, le plus décisif que j'ai pu faire, c'est d'arrêter les abonnements illimités. Voilà. Donc là, aujourd'hui, si j'ai un abonnement illimité à 115 euros, mais en fait, personne ne le prend. Personne ne le prend. Et du coup, est-ce que tu peux faire un petit tour de ton panel d'offres et de ce que tu proposes, justement Ouais. Donc moi, j'ai un abonnement de base qui est à 79 euros par mois, qui permet de faire 2 séances par semaine. Donc si les gens ne font pas leurs 2 séances par semaine, ils les perdent. Donc ce qui est cool, c'est que eux, ça les booste, parce qu'ils disent putain, je vais perdre mes 2 séances, il faut absolument que je vienne. S'ils viennent, ils ont des résultats. S'ils ont des résultats, ils parlent de nous, évidemment. Et après, derrière, s'ils veulent des séances en plus, ils vont payer des packs de séances. Donc des packs de 10, 20, 30, 50 séances qui ont des différentes validités. Et ces packs de séances, finalement, reviennent à 2,50 € la séance, ce qui paraît très très peu. Voilà. Sauf que quand on prend un abonnement de 79 € par mois, et que, donc à 2 séances par semaine, et que d'ailleurs on va rajouter, imaginons, 2 autres séances par semaine, ce qui fait en tout 4, et bien en fait ça fait 2,50 € plus 2,50 € plus 2,50 € plus 2,50 €, et puis à la fin ça fait quand même un tarif qui est, encore une fois, pas suffisant pour qu'on puisse vivre comme ne serait-ce qu'une supérette de quartier. Mais par contre, au moins ça fait des tarifs qui sont intéressants. Voilà, donc souvent quand j'en parle avec des collègues, ils disent mais 2,50 €, mais t'es un fou, Flo. Oui, mais fais ton calcul en fait, parce que la base, en fait, elle est quand même correcte. C'est après que c'est pas cher, mais quand on additionne l'ensemble, ça fait quand même une belle mensualité. Et puis derrière, j'ai des heures creuses aussi, où en fait des endroits, enfin des horaires où il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, je me contente de faire un truc très attractif et je leur offre l'équivalent d'un illimité pour 59 €. Donc, en fait, il y en a plein qui peuvent pas venir à 10h et 17h, mais qui se démerdent quand même pour pouvoir le faire, pour pouvoir ils s'arrangent dans leur travail pour pouvoir venir à 10h et 17h, et ça leur coûte quand même très très peu cher par rapport à la prestation qu'ils ont. Ouais, mais ils peuvent pas venir le week-end par contre. Ouais. Ok. Et ça, c'est le même modèle dans tes 2 salles ? Ouais, exactement. Ok. Et du coup, ça a été quoi un peu l'évolution et le cheminement qui t'a amené précisément vers ça ? Justement, me retrouver en fait avec certains adhérents qui avaient tendance à vampiriser la salle et à prendre en fait les places des autres avec des abonnements illimités à 77 €. Et en fait, je les voyais tous les jours, 2 fois par jour pour certains. Et en fait, il y avait plein de gens que j'aurais pu finalement prendre en tant que client, mais que je pouvais pas prendre parce que en fait, la salle était pleine. Et en mettant en place ce truc-là, tous les vampires, tous les gens en fait qui passaient leur temps dans la salle
et qui finalement dépensait très très peu par cours. Finalement, en changeant ce système-là, je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus de gens qui payaient le bon tarif. Voilà. Et aussi au niveau de l'état d'esprit, parce que en 2014, j'avais des fous furieux. Enfin, 2 fois par jour, 5 fois par semaine, les gens, il fallait que je freine des cas de fer parce que sinon, ils allaient se blesser, quoi. Ouais. Et encore une fois, ils prenaient les places des autres. Donc ça a changé complètement ma clientèle. J'ai désormais des gens qui sont beaucoup moins compétitifs peut-être, mais qui viennent, on va dire, en moyenne 2-3 fois par semaine, pour certains max 4. Et c'est vachement bien pour déjà avoir des résultats, et puis pour se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Voilà. Il y en a, et c'était du surentraînement, c'était n'importe quoi. Donc en mettant un tarif plus cher, ça bénéficie finalement à la santé de nos membres. Ok. Et ça a été bien reçu quand tu as commencé à opérer ce changement-là auprès de tes adhérents? Ça s'est fait tout doucement. Donc, si je l'avais fait d'un coup. Là, par exemple, j'ai fait une augmentation de tarif en 2021, si je me plante pas, 2022 peut-être, de plus 15%. 15%, c'est beaucoup. Mais finalement, j'ai pas tant perdu que ça. Voilà. En fait, si on croit en sa valeur, finalement, ça le fait, quoi. Et du coup, est-ce que c'est aussi le fait peut-être d'avoir atteint un certain plafond en termes de nombre d'adhérents que tu pouvais faire entrer dans ta box qui t'a amené à changer un peu ce modèle économique aussi ou... Oui, parce qu'en fait, quand on se retrouve à avoir jusqu'à 400 personnes dans les attentes en 2018, si on se dit j'augmente mes tarifs, je perds du monde, mais bon, c'est triste parce que j'ai créé des liens avec certains, mais en même temps, tant pis. Il y a un moment, faut qu'on puisse. Il y a un moment, le propriétaire de box, il avance dans l'âge, il a des enfants, il a envie d'investir, il a envie de s'acheter une baraque, il a envie de. Tant pis, c'est comme ça. Mais donc, il perd du monde et il prend d'autres personnes qui, elles, sont prêtes à payer le prix. Et pour elles, c'est complètement normal. C'est un petit peu comme certains acquis sociaux qui disparaissent. Et en fait, les gens qui ont ces acquis depuis des décennies, ils pètent les plombs. Et en fait, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens pètent un plomb quand ils sont habitués. Et puis, les nouveaux, il n'y a aucun problème. Ils comprennent la valeur. Ouais. Et du coup, avec ce système, tu penses avoir réussi justement à casser un peu ce plafond-là? Avec le système des packs? Ouais, le système de carnet d'entrée, en termes de chiffre d'affaires. Même si, encore une fois, il faudrait que ce soit un peu plus cher, mais là, je pense pas. Plus de 79 € par mois pour 2 séances par semaine, ça me paraît très très compliqué, surtout vu le contexte, vu l'inflation, vu tout. Il faudrait vraiment que l'inflation se casse la gueule, que les choses soient beaucoup plus accessibles pour augmenter les tarifs. Là, ça va devenir compliqué. Ouais. Plus ça va devenir vraiment dur. En tout cas, nous, chez Pépi, on voit pas mal de salles qui commencent là, en tout cas en 2024, à trouver justement à aller en tout cas vers ce modèle-là, vers affiner leurs offres, avoir beaucoup moins d'offres, simplifier un peu tout ça. Donc, c'est même en termes de gestion. Ouais. Pour les équipes qui gèrent, se retrouver avec 12 000 forfaits, c'est une cata. Et surtout les gens qui disent moi finalement je veux changer, et puis ah non, mais j'ai changé de boulot, donc en fait je voudrais encore rechanger, multiplié par, allez, je sais pas moi, 200 membres. Mais le bordel. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait tout le monde a la même offre, 79 € par mois. Tout le monde gère dans son coin. Ils achètent des packs. S'ils se servent pas de leur pack, en fait c'est pas débité, c'est tout. Voilà, mais ils gèrent. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton panier moyen à peu près? Le panier moyen, alors c'est compliqué à savoir parce que quand je vais sur Pépi par exemple et que je regarde, le panier moyen est moins cher que l'offre de base à 79 € par mois. Okay. Pourquoi? Parce que en fait sont mélangés tous les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a en même temps le 79 € par mois, mais il y a aussi l'heure creuse, et il y a aussi les packs. Il y a mes packs qui sont dedans. Et en fait, j'ai des packs à 25 balles. Donc, en fait, ça mélange tout et ça fait un panier moyen assez bas. Mais normalement, je devrais être, vu que la moyenne, les abonnements, c'est 79, avec les heures creuses, je sais pas, je devrais être à peut-être 77, un truc dans le genre. Voilà, parce qu'il y a quand même quelques 115, mais ils sont pas suffisants pour pouvoir faire remonter la moyenne. Du coup, sur les tarifs globaux dans le CrossFit, ça avait été petit à petit tiré vers le bas. Tu trouves qu'il y a du mieux là maintenant? Ça commence à remonter un petit peu. Il y a une concurrence extrêmement agressive. Ouais. Mais agressive, il y a pas une réelle agressivité entre les salles. Ouais. Mais c'est surtout au niveau des prix.
Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec, par exemple, une box qui est là depuis 5, 6, 7, allez, potentiellement 10 ans. Elle se dégrade. C'est normal. Mais elle gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir faire les travaux qui lui permettraient de augmenter ses tarifs. Et là, d'un coup d'un seul, juste à côté, à allez, 5 minutes, boum, il y a une nouvelle box qui ouvre, elle est toute neuve, elle est toute belle. Les coachs sont totalement inexpérimentés et en plus de ça, ils font des tarifs qui sont inférieurs. Bah, les adhérents, ils se barrent. Ils comprennent pas. Ouais. Ils voient pas la différence. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont engagés, bah, ils peuvent pas s'arrêter. Et puis si ils se rendent compte que finalement ça leur va pas, bah, c'est trop tard. Ils vont pas revenir en arrière. Ils se sentiraient pas à l'aise de revenir en disant bon bah finalement c'était pas génial. Il y en a plein qui se sentent pas à l'aise de revenir en arrière. Alors qu'en fait ils bénéficieraient d'encore une fois les 7, 10 ans de meilleur coaching. Ok, la salle elle est pas ouf, mais qu'est-ce que tu souhaites en fait? Tu veux quoi? Tu veux des on n'est pas un resto en fait. Et encore, je me demande même si pour l'avenir, si jamais je devais créer une troisième salle, il faudrait pas que je me la joue en resto. C'était les nouveaux restos qui sont absolument magnifiques. C'est magnifique, il y a une déco de fou, il y a un budget de malade mis dans la déco. Et par contre, dans ton assiette, tu peux le bouffer partout. Il y a rien de spécial dans ton assiette. C'est juste que tu payes une expérience visuelle, sensorielle. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. C'est que maintenant, tu as des salles qui ouvrent avec des très belles prestations, avec un coaching hésitant ou novice, ou voilà, soit au même tarif, soit à des tarifs inférieurs. Voilà. Okay. Donc ça fait très très mal, ça fait vraiment très très mal à tout le monde. Et puis surtout, CrossFit fait un truc qui est absolument inadmissible, c'est qu'il ne bloque pas le nombre de personnes par endroit. Ok, c'est pas une franchise. Mais il y a un moment, en fait, si tu veux que tes affiliés vivent correctement, jamais de la vie t'autorises un mec à ouvrir à 200 mètres, ou même à, j'en sais rien, à 5 minutes à pied. Qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? Ça, c'est vraiment prendre du pognon pour prendre du pognon. Hein. Et là, ça fait chier tout le monde. Là. Ok. Et tu penses que c'est perceptible pour les adhérents, justement, la différence de coaching ou pas du tout? Non, ils ont du mal à savoir. Ouais. Ils ont du mal à savoir et ils vont même pour certains, pour beaucoup même, ils vont penser que le coaching est meilleur parce que le coach est un meilleur animateur. Si jamais on a un mec, il est aussi bon en animation qu'en coaching, donc on est sur du 50-50, et qu'ils vont dans une box où le mec est meilleur animateur que coach, en fait, ils vont passer un super moment et ils vont se dire, c'est un coach de ouf. Ouais. Ah, puis il m'a fait marrer, et donc en fait, et c'est pour ça qu'il y a la qualité qui se dégrade au fil du temps, c'est qu'on se retrouve avec certaines box où en fait finalement il y a pas beaucoup de technicité dans le coach, il y a pas beaucoup de voilà. Moi, je finis par dire aujourd'hui aux gens qui bossent avec moi, je préférerais presque que vous soyez meilleur animateur que coach. Alors évidemment, ça c'est au départ parce que après je leur fais justement de la vérification de standards et je vais les voir en fin de cours en disant tiens par exemple là, sur le rameur t'as oublié ça, etc. Moi ce que je veux quand même c'est qu'ils aient on va dire un accompagnement qui soit aux petits oignons, hein, parce que encore une fois ils ont l'impression de payer cher, donc il faut leur donner ce qu'ils sont en droit d'avoir. Mais ouais, c'est ça, c'est ça la problématique, c'est qu'on se retrouve avec des très belles salles, avec du matos, etc. Et que non, les membres ne se rendent pas compte, pas compte de ce qu'ils vont avoir. Ok. Si on revient un petit peu sur tes offres, toi, tu te poses pas mal de questions, justement, tu passes du temps à analyser un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, le comportement de tes membres aussi, pour affiner ce modèle. Est-ce que tu as mis en place un process ou quelque chose pour ajuster tout ça en termes d'analyse? Ma manière de faire, je suis absolument contre les boîtes à idées ou les trucs dans le genre où en fait où tu demandes l'avis des gens de manière globale, je veux dire. Parce que si tu fais un truc comme ça, en fait, il y a plein de gens qui ne vont jamais se poser de questions, qui vont se dire tout va bien. Et là, en fait, en faisant ça, ils vont se creuser la tête pour savoir ce qui va pas. Et après, ils vont rester dessus. Alors qu'ils n'avaient jamais détecté le moindre souci. Et en fait, ils vont creuser, ils vont dire non, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah ouais, il y a ça qui va pas. Et puis il y a un autre gars qui va détecter un autre truc, et en fait, ils vont rester là-dessus. Alors là, tu crées une tumeur qui va grossir, et en fait, tu fous en l'air ta salle. Parce qu'en fait, les gens ils étaient très contents. Et tu viens de créer une problématique. En plus, si encore c'était des détails qui étaient importants. D'ailleurs, ce ne seraient pas les détails, ce serait des priorités. Mais là, en fait, ils vont créer quelque chose de tumoral à la base de détails. Et donc, pour me rendre compte en fait des problématiques, tout simplement, je fais le politique qui va au marché, qui discute avec les citoyens, quoi.
Donc je discute avec mes membres, je leur demande leur avis en one-to-one, voilà, mais surtout, je leur laisse pas le temps de se creuser la tête pour essayer de trouver ce qui va pas. Là, par exemple, de temps en temps, moi, j'ai des stagiaires en BPGEPS ou CQP, etc., qui font des formulaires où ils posent des questions de ce genre à mes membres sur la page Facebook. Et on se retrouve à avoir des trucs qui ressortent qui sont ridicules et que moi, je connais la personne. Je sais que en fait, elle est très, très bien et à partir de ce moment-là, si on n'a pas à corriger ce micro-détail, en fait, la personne va mal le prendre. On lui prend son avis, on corrige pas. Ouais. Eh oui, mais potentiellement que ton détail, il vaut très, très cher, en fait. Et si je voulais le faire, je l'aurais fait depuis longtemps. Donc, comment je corrige en prenant la température au quotidien. C'est ce que je te disais. Désormais, je peux beaucoup plus prendre de l'altitude. Et en fait, j'ai cette vision un petit peu en hauteur, un peu comme un aigle. Et dès que je vois une véritable problématique, je fonds sur le problème et je la règle. Ok. Voilà. Et avant, j'avais la vision de la fourmi, où en fait, j'étais beaucoup trop au contact et je voyais strictement rien. Tout était trop gros pour moi, je me rendais compte de rien. Ok. Et du coup, en restant sur cette idée du modèle économique via ton fonctionnement de tes offres, est-ce que tu as une idée du avant-après en termes de taux de rétention, en termes de rentabilité de manière assez précise sur tes revenus globaux? Au niveau du taux de rétention, alors là, c'est compliqué parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un changement dans le client qui franchit nos portes et qui part depuis le Covid. Vraiment, il y a eu un changement complet. Donc, je suis incapable de le dire. J'ai l'impression en fait que j'ai presque un tout petit peu plus de turnover qu'à une certaine époque. Ok. En fait, voilà, c'est ça. À une époque, j'avais des gens qui étaient ultra fidèles, mais qui étaient ultra fréquentants et qui rapportaient peu d'argent. Désormais, j'ai des gens qui viennent peut-être un petit peu moins longtemps. On va dire, ils vont rester peut-être 2 ans et demi. Et je vais surtout attirer une clientèle qui n'est pas une clientèle qui a envie de se faire autant de mal qu'à une époque. Et qui aurait pu très bien aller à l'Orange Bleu ou à Basic Fit. C'est juste qu'ils ont trouvé l'ambiance géniale et donc en fait ils s'engagent. Donc c'est très difficile de répondre à ta question parce que vraiment la typologie de celui qui franchit la porte depuis le Covid a complètement changé. J'en ai discuté avec plein de gens, c'est fou. Ouais, La c'est une manière de tendance générale. consommer le sport a totalement changé. Donc je peux pas te répondre. Ok. Je pense qu'il faudra attendre un bon moment avant d'avoir un peu plus de recul. Et du coup, si on prend l'exemple d'une box qui est plutôt sur un modèle où il y a pléthore d'offres, ce serait quoi tes conseils justement pour faire le switch et changer sur un modèle un peu comme ça avec Moi, facilitez-vous la vie, faites le moins d'offres possible et essayez de faire en sorte que les gens puissent gérer eux-mêmes de la même manière que je fais. Alors, moi, aujourd'hui, 2,50 €, c'est peut-être un petit peu bas, peut-être que ça vous parle pas. Peut-être que. Alors, un changement que je ferai peut-être à l'avenir, je sais pas quand, parce qu'encore une fois, c'est compliqué au niveau de l'inflation, etc. Mais ce serait peut-être de mettre les cartes de 50, les packs, pardon, de 50 à 2,50 € la séance. Ensuite, les packs de 40 à 3 € la séance, par exemple. Et en fait, moins on prend de séances, plus c'est cher. Plus on prend de séances, moins c'est cher. Parce que là, aujourd'hui, Ok. que ce soit 10 ou 50, ça leur coûte 2,50 €. Moi, quand j'ai fait la tarification au départ, j'avais quand même pensé à ça. Et je me suis dit, oui, mais en fait, on va encore privilégier les gens qui ont de la thune. Plus tu as de la thune, moins ça coûte cher. En fait, c'est ça le truc. Et moins tu as d'argent, finalement, donc tu peux prendre que des packs de 10, et plus ça va te défoncer ton portefeuille. Ouais. Donc, j'étais pas trop à l'aise avec ce truc-là, mais au bout d'un moment, tu es obligé de grignoter. Tu vois, c'est un peu comme le McDo qui a réduit la taille de son burger ou la taille de ses frites. Ou tu peux pas faire autrement. Alors, il y a un paquet d'actionnaires derrière un McDo, et donc c'est peut-être un petit peu moins éthique, mais au bout d'un moment, tu es obligé de t'adapter et d'aller chercher des leviers, quoi. Ok. Là maintenant, est-ce que tu as d'autres pistes de développement pour tes deux salles Là, on va projets en cours passer sur de l'Irox dans très peu de temps. Ok. D'où l'installation du gazon synthétique, là, sur 20 mètres. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper certains cours. Enfin, il y a les WOD, en fait. Il y a certains WOD qu'on va virer de manière disséminée un petit peu sur le planning dans toute la semaine. Et en fait, on mettra de l'Aerox, ce qui permettra en fait de garantir une qualité de coaching suffisante, une dépense énergétique énorme aussi, largement supérieure à certains watts de CrossFit, parce que ça va être facilement 45 minutes, on va dire, où les gens vont beaucoup bouger, contrairement à certains WOD où en fait c'est vraiment très très intense pendant 15-20 minutes.
Et c'est surtout qu'on pourra permettre d'avoir beaucoup plus de monde. Un WOD avec de la gym et de l'haltéro, c'est impossible de faire à plus de 12. Si on veut garder une qualité de coaching, l'œil du coach, sa présence, etc. Allez, peut-être qu'on peut monter à 14 dans certains cas. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'Irox, on va pouvoir monter à 20 sans aucun problème. Donc Ok. ils paieront la même chose. Ils seront très contents parce qu'ils auront des résultats, peut-être en termes de perte de poids, de prise de masse musculaire, de mieux-être, de machin. Il va se passer la même chose. Ils développeront pas de skill, ok, c'est pas grave, mais il y en a plein qui s'en tapent de développer du skill et de faire des montées de cordes bracelet et de marcher sur les mains. Et nous, ça nous permettra en fait de garder le même nombre de cours, mais d'augmenter la rentabilité. Ok, ouais. Enfin, oui, c'est ça, d'augmenter la rentabilité. Pareil, ça c'est une tendance. Là, toutes les salles sont en train de passer à Irox. Ah bah, c'est une lame de fond, le truc. Hmm. J'ai regardé sur Google Trend il y a un peu plus d'un mois, 264% de recherche en plus en un an. Ok, ouais. Et ça peut aussi amener à changer un peu la typologie des gens qui vont passer ta porte aussi. Des crossfitters de haut niveau, ils finissent par se mettre à l'Aerox, Ouais. à faire pratiquement plus que ça. Non, c'est complètement dingue. En fait, moi, j'aurais adoré, pendant 10 ans, là, proposer des cours entre guillemets Aerox. Mais je pense que les gens n'auraient pas accroché. Ils n'auraient pas vraiment accroché parce qu'ils auraient dit « Ah, c'est quoi ta merde, c'est pas du crossfit, etc. » Et donc, en fait, finalement, le fait que ce soit marketé à mort, on voit que ça sur les réseaux, les gens, ils ont envie de le faire. Donc, enfin, on peut sauter sur l'occasion de faire quelque chose où il y a du no-skill, avec de super résultats, et pour plus de monde, et donc plus de rentabilité. Enfin, on peut le faire. Ouais. Mais en fait, c'était très très dur de le faire avant, parce qu'encore une fois, nos membres nous auraient sauté dessus, en disant qu'on n'est pas des puristes. Là, ça y est, on est des puristes du Aerox. Voilà. Ok. Méga intéressant. On va ouvrir une nouvelle porte qui est un peu celle de la communauté et puis du modèle aussi CrossFit de manière un peu plus générale. Donc comme on a dit, toi tu as ouvert un peu dans les premiers dans le CrossFit, en tout cas en France. Et tu as aussi cette page Facebook où il y a 700 honneurs dessus. Ouais, il doit y avoir un peu plus de 700 membres, je vais vérifier. Okay. Il y a aussi un groupe WhatsApp. Ouais. Et que j'ai ouvert, ce groupe, je l'ai ouvert pratiquement dans la foulée en 2014. Ok. Il y a 714 membres. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on y retrouve dessus? Eh bah écoute, de moins en moins de choses sur le groupe Facebook et beaucoup plus de choses sur le groupe WhatsApp désormais. Facebook, c'est en train de mourir, hein, clairement. Je sais pas si tu t'en es rendu compte toi aussi. Si, un petit peu. Ouais. J'ai l'impression d'être un boomer en utilisant Facebook. Et donc, en fait, l'idée de base, c'était de partager énormément d'informations en disant, en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Si jamais vous avez un super plan pour du matos, si jamais vous voulez partager une expérience de gestion, par exemple, de management, de problématiques entrepreneuriales, etc. Et on échangeait. Et voilà, ça a beaucoup fonctionné, c'est en train de se perdre. Maintenant, c'est le groupe WhatsApp qui fonctionne très, très bien. Et en fait, ça fait grandir tout le monde. Il y a des gens qui sont intervenus sur des visios que j'avais faites, en parlant de vente additionnelle, en parlant de leur meilleur plan, en parlant de... Ça fait grandir tout le monde, et c'est génial. Ok. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment des échanges presque quotidiens sur des thématiques assez spécifiques. Ouais, exactement. Là, par exemple, on parle beaucoup de la pelouse pour l'Irox. Est-ce qu'il faut mettre de la pelouse? Est-ce qu'il faut mettre de la moquette? Quelle moquette? Ok, ouais. Voilà. Donc, c'est des choses qui font gagner un temps, mais colossal. Plutôt que de perdre 2 heures sur Internet pour essayer de trouver le bon truc, il suffit qu'il y ait des gens qui parlent des erreurs qu'ils ont fait, et puis ça fait bénéficier toute la communauté. Ok. On a parlé tout à l'heure de ta vision quand tu as découvert un peu l'univers du CrossFit. C'est quoi ta vision aujourd'hui de CrossFit en général? De l'entité? De l'entité CrossFit globale. C'est une marque qui s'est perdue, qui n'a pas su se renouveler, qui a d'énormes problèmes de communication, mais je pense que ça, c'est depuis le début. Vraiment, depuis le début, il y a des gros problèmes de transparence et de communication. Là, tu parles auprès des honneurs ou de manière générale? De manière générale. C'est vraiment de manière générale, auprès des clients. Et puis, je parlais de communication, mais c'est de marketing. De marketing, surtout. Là, on voit ce que fait Aerox aujourd'hui. Ok, peut-être qu'ils ont une vision un peu plus moderne de ce que peut faire CrossFit, mais CrossFit, ils avaient une puissance financière absolument colossale.
qui aujourd'hui s'est perdu, qui s'est perdu en fait entre les mains de plusieurs actionnaires qui se sont rachetés et encore rachetés et encore rachetés. Il y a une perte totale de confiance. On sait plus qui gère quoi. Ils nous promettent monts et merveilles. Enfin, ils nous promettaient. En tout cas, moi, je dis promettaient parce que je suis désaffilié désormais depuis juillet. En fait, ils promettaient monts et merveilles en disant vous inquiétez pas, on va faire ça, on va faire ci. Et puis surtout qu'ils s'exprimaient quand ils avaient toute la communauté ado et qu'ils disaient qu'est-ce que c'est que ce délire, vous êtes en train de tout changer on a aucune idée de ce qui va se passer à l'avenir. Si jamais vous changez, notamment vous augmentez les tarifs et puis que vous augmentez les contraintes pour devenir affilié, ok, bon très bien, il n'y a pas de souci. En échange de quoi? Moi, si j'augmente mes tarifs dans ma salle, les gens ils me disent ok, tu augmentes de 15%, tu nous donnes quoi en plus? Donc si je dis je donne autant, c'est tout simplement parce qu'il faut que je régule l'inflation et que je sais pas si ça va s'entendre dans le micro, la pluie. C'est bon? Ouais. Et donc que je régule l'inflation ou tout simplement c'est pour sauver la salle, pourquoi pas. Maintenant, les problématiques, elles sont dans une augmentation de tarification tout simplement pour satisfaire des actionnaires. Ouais. Et en fait, ils nous disent, vous inquiétez pas, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Ils nous disent plein de trucs qui n'arrivent jamais. Quand ils ont fait l'augmentation de tarifs, un stagiaire en communication aurait fait mieux. C'était catastrophique. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT. À l'époque où ils l'ont fait, ChatGPT existait. Ils donnaient à ChatGPT, est-ce que tu peux me filer un coup de main pour pouvoir communiquer sur une augmentation tarifaire? Il faut que je passe par quoi? ChatGPT pour gratuitement, il le faisait. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il disait, voilà, les tarifs, ils vont augmenter, démerdez-vous. Voilà, c'est une cata. Enfin, les gars, vous gérez entre 15 et 20 000 affiliés et vous sortez des communications d'ados, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, franchement, il est où le respect? Donc, voilà un petit peu ma vision des choses. Ouais. Et puis là, par exemple, l'équipe CrossFit France, ils sont pas. On est, je crois, le deuxième pays qui a le plus de box par rapport au nombre d'habitants. L'équipe CrossFit France, ils sont combien? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On devrait avoir une équipe de j'en sais rien, de 20 personnes. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais on devrait avoir une équipe de fous. On aurait dû, encore une fois, parce que je suis désaffilié. Mais à l'époque, dès le départ, on aurait dû avoir ça. Et il a fallu attendre un temps colossal avant qu'on ait vraiment une équipe CrossFit France dédiée qui s'occupe de certains trucs. Là, aujourd'hui, on fait remonter des trucs, il se passe rien. Ça fait des années qu'on fait remonter des trucs, il se passe strictement rien. En tout cas, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que c'est remonté. Mais en tout cas, ça redescend pas, quoi. Ouais. Voilà. Tu sais combien de personnes, du coup, gèrent un peu CrossFit? À ma connaissance, ils sont 2, 3 max. Ok. Et sur certains événements, ils vont être un peu plus avec des traducteurs, etc. Mais au quotidien, je me plante peut-être. Hein. Mais à coup de pas si je me plante. Hein, mais en tout cas, on se rend pas compte qu'ils sont là, quoi. Ils essayent de faire des trucs. Hein. Ils essayent, mais ils sont passés. Ok. Parce qu'on a pas mal parlé du coup de modèle économique et la donnée importante ici, c'est le système d'affiliation. Toi, c'était vraiment ça la réflexion derrière ce choix-là de te désaffilier. C'était un peu cette question de rentabilité, peut-être de philosophie aussi du coup, peut-être le sentiment d'être moins accompagné. Ouais, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis pourquoi je paye. Aujourd'hui, ça sert véritablement à quoi? Je suis pas dans une zone touristique. Si jamais j'étais dans une zone touristique, je pense que j'aurais gardé mon affiliation d'un point de vue pécunier pur, business pur. Maintenant, je me retrouve plus vraiment dans l'état d'esprit. Il n'y a pas de rafraîchissement des connaissances. J'ai pas l'impression qu'il y a des rafraîchissements des connaissances. J'ai pas l'impression que le level 1 ait changé depuis l'époque où je l'ai passé, c'est-à-dire en 2012, 2013. Je crois que le level 1 n'a pas changé. D'ailleurs, j'ai vérifié, puisque en fait, j'ai fait une comparaison du level 1 à l'époque à laquelle je l'ai passé et le level 1 actuel. Et en fait, il y a beaucoup plus de pages, mais en fait, il y a beaucoup plus de blanc. Il y a des marges sur les côtés. J'ai demandé à ChatGPT d'analyser les 2 documents et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait ni plus ni moins d'informations. Il a tout analysé, absolument tout. Il s'est dit non, il y a plus de pages, mais c'est simplement parce qu'ils ont foutu du blanc partout. Donc nous, en fait, tu regardes le truc, tu te dis... peut-être encore une fois que je me plante, peut-être qu'il a mal analysé, mais en tout cas, en discutant avec certaines personnes, je leur ai dit, est-ce que tu as vu une différence? Et ils ne voyaient pas de différence. Il y en a certains qui voient des différences, mais en fait, c'est simplement le nombre de pages. Ok. Et toi, du coup, sur ton quotidien en tant que gérant de salle, tu vois pas forcément de
de différence maintenant en termes de nombre de membres? C'est pareil, ni plus ni moins. Je pensais que ça allait être catastrophique, notamment sur mes membres, en parlant de la désaffiliation. Ils s'en tapent total. Je suis tombé des nues, parce que moi, au moment où j'ai envoyé le message à tous mes membres de désaffiliation, j'avais mon doigt qui tremblait, hein, avant d'appuyer sur entrée. J'avais mon doigt qui tremblait. Tout le monde s'en tapait. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, ça veut dire que potentiellement, ça fait des années que je le paye pour rien, quoi. En fait, ils sont là pour moi. Ok, ça m'a filé un coup de boost monstrueux dès le départ. Mais aujourd'hui, plus grand chose, quoi. Mais justement, pour une petite structure, enfin, une salle qui ouvrirait aujourd'hui. Moi, je pense je pense que ça peut être intéressant de le faire pour un coup de boost. Et encore, ça dépend si c'est une zone ultra campagnarde, paumée. Je suis même pas certain. Je suis même pas certain aujourd'hui. Okay. En 2014, évidemment, il fallait le faire. C'était certain. Mais aujourd'hui, franchement, je sais pas. Autant mettre les $4500 dans du matos, dans de la déco, ou simplement dans sa poche. Okay. Là, moi, j'ai prévu sur les 2 salles, les $9000, j'ai prévu de les mettre pendant au moins 3 ans dans de la déco, dans du matos. Voilà. Et puis après, quand j'aurai tout ce que je veux, à partir de ce moment-là, je vais m'en mettre une partie dans la poche. Quand même au bout de 10 ans. Ouais. Même pas 10 ans, parce que je dis que je vais faire ça pendant 3 ans. Au bout de 13 ans. Ça devient quand même important. Hein. Ouais. Comme on a dit, du coup, tu gères cette page Facebook où il y a quand même pas mal de monde, donc tu dois avoir aussi pas mal d'échos de la part d'autres owners. Qu'est-ce qui se dit un peu de l'univers CrossFit là-dedans? Une opacité totale. Et puis, on va dire une vexation, encore une fois, sur la communication. Tu penses que c'est un avis général ou c'est non, je pense que c'est un avis majoritaire. Okay. Vraiment, je pense que c'est majoritaire. Il y en a plein, en fait, qui veulent rester, qui veulent garder l'affiliation parce que, en fait, ils se sentent ultra loyaux. Il y en a certains qui sont des fanatiques. Donc, voilà. Enfin, le diminutif de fanatique, c'est fan. Hein, c'est des grands fans. Donc, il y a certaines stars, potentiellement, qui font des dingueries. Et en fait, ils disent non, mais moi, je l'aime quand même. Et je continuerai à aller à ses concerts, etc. Bon, voilà, là, pour moi, c'est la même chose. Donc, chacun voit à midi à sa porte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que voilà, la majorité est mécontente. Et dans cette majorité, il y a une autre majorité qui aimerait justement se désaffilier, mais qui ont très peur. Voilà, qui ont très peur. Et je veux conseiller personne. Si vous pensez qu'il faut rester affilié, restez affilié. Si vous pensez qu'il faut se désaffilier, faites-le. Faites-le en toute connaissance de cause. Et surtout, si vous essayez de comparer avec le nombre de drop-in que vous générez, si vous pensez que la très grande majorité des drop-in, ils viennent parce qu'il est marqué CrossFit, ne vous désaffiliez surtout pas, en fait. Ce serait bête. Parce que, par exemple, les plages, les salles qui sont proches des plages, qui sont proches des zones balnéaires, etc., c'est des usines à drop-in. Donc, ou les zones touristiques, faut surtout pas faire ça. Ok, et comment est-ce que tu vois évoluer les choses dans ce milieu? On arrive à une période charnière où il va y avoir de plus en plus de salles qui vont arriver aux 10 ans. Et plein de gens qui vont arriver à la quarantaine, peut-être même cinquantaine, en se disant j'en ai marre, quoi. Putain, 1200 balles, 1500 balles par mois. C'est bon, quoi. J'en peux plus. Je suis usé. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de ventes de salles de CrossFit. On le voit, hein, d'ailleurs, il y a de plus en plus de salles de CrossFit qui se vendent. Et c'est pas parce que ça se casse la gueule, c'est juste parce qu'en fait, il y en a plein qui disent je veux mieux vivre, ou qui ont des opportunités en Philippines, ou qui... voilà, donc ça tourne, hein, c'est normal, hein, c'est la loi du marché. Et il y en a plein qui vont péricliter, tout simplement parce qu'en fait, ils gagnent pas suffisamment d'argent, parce que ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence non régulée par CrossFit, encore une fois. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un état stable qui arrivera dans les 3 ans, avec dans les 3 ans qui vont arriver là, énormément de désaffiliations et de fermetures et de ventes, à un niveau jamais vu, avec des transformations de salles qui feront plus du tout du CrossFit, qui feront même plus du cross-training, qui feront des choses complètement différentes, mais qui génèrent du pognon, parce qu'ils en ont marre de pas gagner leur vie. Et puis, il va y avoir un état stable. Voilà, je sais plus quelle est la phrase, mais tout environnement tend à évoluer jusqu'à son point d'équilibre, un truc dans le genre. Enfin, voilà, c'est de la physique pure. Voilà, c'est normal. Au bout d'un moment, il y en a trop, ça se régule et puis c'est réglé.
Et ça restera stable. Ouais. C'est quoi que tu estimes être une salle qui fait du pognon Une salle qui fait du pognon versus une salle de CrossFit où il n'y a pas forcément une rentabilité folle? C'est compliqué parce que je pense qu'il y a des bases. Pour moi, c'est des chiffres globaux, hein, mais pour moi, il faudrait avoir autant de membres que de surface d'entraînement. Donc, si tu as une surface d'entraînement, je parle de surface d'entraînement, pas de surface de salle. Hein. Si tu as une surface d'entraînement de 300 mètres carrés, normalement, si tu te démerdes bien, tu peux aller chercher 300 membres. Et après, derrière, ça dépend aussi du prix du loyer. Hein. Le prix du loyer ne doit pas dépasser 15% de ton chiffre d'affaires. Si ça les dépasse, il faudrait pas que ça doit frôler peut-être les 17-18, mais pas plus. Voilà. Donc pour quelqu'un qui va créer sa salle de sport, je vous conseille de ne pas dépasser 15%. Voilà. Et puis après, ouais, il y a aussi comment tu payes tes coachs. Si tu payes tes coachs largement au-delà du tarif classique, moi depuis 2017, je paye mes coachs 20 euros de l'heure. En 2017, 20 euros de l'heure pour Nantes, c'était énorme. J'ai calculé, ça fait plus d'une centaine de milliers d'euros entre guillemets de trop par rapport à la moyenne nationale. Ça fait une sacrée différence. Ouais, hein. Ouais. Les 100 000 balles, voilà, parce que je voulais être trop gentil encore une fois. Voilà. Et surtout, un coach qui avait aucune expérience, il débarquait, il était à 20 balles. Ouais. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est au niveau local, enfin en tout cas en France, ou est-ce que c'est vraiment international? Est-ce que tu sais s'il y a cette vague de désaffiliation, ouais. ça en France aujourd'hui c'est massif parce que on a du recul, on a de l'expérience, mais ça fait déjà plus de 5 ans que ça arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, après le tweet mal interprété de Greg Glassman, il y a eu, je sais plus, je crois 4000 désaffiliations en un an. C'était un truc de malade. C'est monstrueux sur les États-Unis. Maintenant, il y a eu la mort d'un athlète aux Games, là, Lazare, qui a fait qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont dit c'est bon, là, c'est la goutte d'eau, j'arrête. Donc, en fait, si on veut voyager dans le temps, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Donc, les États-Unis, en fait, il y a eu une vague de désaffiliation parce que les gens n'avaient plus besoin d'être affiliés, parce que les gens en avaient marre. Et ça arrive en France. Voilà. Donc ça a commencé, et moi je pense que dans les 3 ans, ça va être une lame de fond encore. Ok. Et vers quoi ce modèle pourrait évoluer justement Un modèle hybride. Hybride, pas dans la méthodologie sportive, comme on peut l'entendre en ce moment, beaucoup avec l'Irox, mais hybride dans le business model, c'est-à-dire que pour moi, le meilleur moyen de s'en sortir, j'en discutais avec Anne-Sophie, si tu m'écoutes, qui a une box qui désormais en fait propose plein de choses et qui avait une métaphore géniale. Je disais que j'adorais les métaphores. Si jamais tu vas voir un marchand de glace et qu'il te propose qu'un parfum, tu seras probablement déçu et tu vas aller voir ailleurs. Et surtout, le marchand de glace, il va pas gagner sa vie. Donc il faut avoir plein de parfums pour pouvoir contenter tout le monde. Donc le top du top pour moi, sans, on va dire, faire non plus n'importe quoi et partir dans de la Zumba, même si j'ai rien contre la Zumba, mais bon, au bout d'un moment, tu perds un petit peu finalement l'environnement, l'état d'esprit, voilà. Il faudrait avoir une petite zone de muscu, avec des machines de muscu. Il faudrait avoir une zone de free, ou open gym, hein, mais totalement séparée des autres zones, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Enfin, ça devient un basic fit très cher. Donc, on ne doit pas les voir, les gens qui sont en open gym. À côté, il faut qu'il y ait une zone avec de l'Irox pur, qui soit potentiellement même mélangé avec l'open gym. C'est-à-dire que en fait, l'open gym se transforme en cours d'Irox entre-temps. Et à côté, un espace de CrossFit. Et donc, en fait, la personne qui vient, tu pourrais même lui dire, écoute, moi, ce que je te propose, parce que souvent, les gens, ils disent, mais moi, j'ai pas le niveau, je suis pas prêt, j'ai machin et tout. Moi, ce que je te propose, c'est tu pars sur un tout petit peu de renforcement musculaire. On te donne un tout petit programme tranquillou, tu fais ça pendant quelques semaines. En même temps, on va dire, tu vas faire 2 séances. Un peu de muscu pur, de renforcement musculaire, on va dire. Un petit peu d'Irox pour te lancer un petit peu relancer un petit peu la machine, notamment au niveau cardiovasculaire. Et puis, quand tu le sentiras, on commencera à faire des cours de CrossFit. Voilà. Ça fait un tremplin, mais monstrueux vers le CrossFit. Ouais. Ce serait extraordinaire. Et avec potentiellement un forfait juste Irox, par exemple. Irox muscu. Voilà. Et après, un forfait total, premium, où tu peux faire Irox, muscu, CrossFit. Ça, à mon avis, les personnes qui ont déjà fait ça
Ils voient une sacrée différence, hein, mais les personnes à l'avenir qui se lancent que dans le CrossFit pur, ok, peut-être, ça va fonctionner, mais en fait, vous vous coupez d'une grande partie de la clientèle qui, justement, a peur du CrossFit. J'ai vu un post Reddit il n'y a pas longtemps qui explique un petit peu ça. Il y a un mec qui dit, j'ai fait un test, j'ai créé un événement en ligne qui s'appelait cours de CrossFit dans le parc. Pardon. Cours de sport dans un parc. Et il leur a fait faire un cours de CrossFit. Mais il leur a pas dit. Les gens étaient ravis. Il n'y a pas de souci. Il a refait le test en disant la semaine prochaine, cours de CrossFit dans le parc, moitié moins de membres. Moitié moins de monde. Les gens flippent du CrossFit. C'était aux États-Unis. Hein. Parce qu'encore une fois, ils ont le vécu de ce qui s'est passé en avance. Et moi, aujourd'hui, le nombre de personnes que je croise dans des bars ou dans des soirées ou avec la famille, etc., je leur parle du CrossFit, ils disent mais jamais de la vie. On leur dit cross-training, déjà, ça va. On leur dit tu vas pousser un sled et puis tu vas faire des petits sauts de lapin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, ça peut être cool. Voilà. Et sauf qu'en fait, on va leur mettre la condition pour qu'ensuite ils fassent du CrossFit, ils vont prendre confiance en eux, ils vont prendre de la masse musculaire, ils vont perdre du poids. Voilà. Le mec qui vient, qui signe sa séance de CrossFit, enfin il signe son abonnement annuel. Moi je suis pas un abonnement annuel, hein, d'ailleurs, c'est trimestriel renouvellement. Je me mets un peu la pression pour les garder les gens. Ouais. Et donc ils partent sur un abonnement annuel. Et en fait, ils ont fait une séance d'essai qui leur a plu. Et le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine d'après, ils vont taper des overhead squats avec des hang clean, tu vois, par exemple. Hang squat clean. Ah non, mais c'est que ce truc. Tu vois. Avec le recul, hein, même si je pense qu'il n'y a pas de meilleure méthode que le CrossFit, véritablement. Je pense vraiment que le but à atteindre, c'est de réussir à faire du CrossFit avec un niveau correct, tu vois. Parce que tu es mobile, parce que tu es puissant, parce que tu es endurant, parce que tu as du grip, tu as une sangle abdominale, parce que plein de trucs, tu vois. Mais il faut absolument que les nouvelles salles fassent le glacier avec plusieurs parfums. Et au niveau de l'entité CrossFit, quel changement tu verrais justement structurel pour pouvoir arriver à ça? Je sais pas trop, parce qu'encore une fois, c'est d'une telle opacité qu'on sait absolument pas ce qu'ils font, on comprend pas ce qu'ils font au niveau de l'actionnariat, ils se font racheter, là, il y a même eu un moment un CEO qui a dit, vous inquiétez pas, moi je viens du monde de la tech, j'étais dans la Silicon Valley, je vais vous faire des dingueries avec des applications, des trucs et tout, il s'est rien passé, il s'en tape, en fait c'est que pour le pognon. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, franchement. Là, ils ont complètement changé le modèle des Open et des Games. Je sais pas. J'avoue que je m'y intéresse plus trop. Je m'intéresse à mon développement à moi et pas au leur. Ouais, ok. Si enfin, de manière générale, le CrossFit est pas mal loué pour l'esprit communautaire. Est-ce que ça, tu penses que c'est plus au sein de chaque box, en termes d'adhérents, qui a vraiment cet esprit communautaire, ou est-ce qu'il y a encore une validité de l'esprit communautaire CrossFit L'état d'esprit communautaire, en 2014, il était national. Tu t'ouvrais ta box, tu partais, je sais pas moi, aller à Lille ou à Marseille ou à Montpellier. En fait, tu étais accueilli. Même certaines salles faisaient pas payer le drop-in. Moi, j'étais le premier j'ai perdu énormément d'argent en faisant pas payer le drop-in pendant des années, quoi. En disant, mais non, mais t'inquiète, c'était comme si c'était un pote. Non, mais on fait la même chose, vas-y, viens, y a pas de problème, on s'entraîne ensemble. Et puis en fait, ça s'est perdu au fil du temps parce que la concurrence, parce que au bout d'un moment, le besoin de structurer, le besoin de penser plus au business que on va dire au sport, à la méthodologie en elle-même. Et ouais, je pense que la communauté s'est perdue parce que tout le monde galère tellement que finalement, si jamais on s'entraide de trop, ça va peut-être bénéficier à mes concurrents. Tu vois? Ouais. Donc en fait, je reste dans mon coin et je m'auto-développe et allez tous vous faire, tu vois, c'est moi qui... jamais je vous donnerai mes sources, jamais je vous donnerai des conseils, ça a commencé à se mettre en place tout doucement. Okay, mais c'est complètement normal. Hein. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Je pense que c'est comme ça, même simplement dans le sport. Au bout d'un moment, t'as un nouveau sport qui débarque, avec des compétitions, on est 50, on s'entraide. Au bout d'un moment, t'as plein de concurrents. Bah non, je vais pas lui expliquer comment je m'entraîne. Ouais.
Donc Je la suis meilleur que lui, je vais concurrence, pas lui dire comment je fais. la concurrence petit à petit a commencé à Mais nier un peu cet état d'esprit. c'est normal. Ouais. C'est normal, malgré le fait que la concurrence est saine. Hmm. Parce que ça te fait remettre en question. Ok. Mais cet état d'esprit communautaire interbox se perd de plus en plus. Ok. Ça se tire même dans les pattes, certaines fois, dans certaines régions. Nous, sur Nantes, franchement, on a vachement de chance, parce que tout le monde se respecte. Mais il y a certaines villes, c'est chaud. Hein. Donc, non, ça se perd un petit peu, et l'état d'esprit, il est communautaire intra-box, désormais. Ok. C'est très bien comme ça. Ouais. Ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Non, ça a encore perdu un petit peu, mais à une époque, moi, je faisais des restos, je faisais des sorties, on se passait des week-ends sur la plage avec les membres, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus de recul. Parce qu'au bout d'un moment, tu as certains membres qui n'arrivent pas à faire la différence entre le coach, la posture du coach, à l'américaine, tu vois, et le pote. Et Ouais. donc, en fait, au bout d'un moment, tu lui donnes des conseils et puis il t'envoie valser. Donc, non, moi, je l'explique à mes coachs aujourd'hui. Je dis, non, vous êtes des coachs, en fait. Ouais. Il faut que, même si vous vouliez d'amitié, vous êtes intime avec certains, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes payé pour ce que vous êtes en train de faire, vous avez votre posture de coach, votre aura de coach. C'est plus ton pote à ce moment-là. Et donc, en fait, ça devient compliqué derrière de lier de l'amitié. Je suis, comment je pourrais dire, je m'entends très, très, très bien avec tout le monde, mais je ne suis plus ami. Mhm. Ok. Je reviens sur ce que tu disais sur le Interbox. Il y a une réunion des affiliés chaque année. Ouais. Ça, c'est toujours sur le cas. Oui, c'est le cas. Elle a eu lieu cette année aussi, je crois, Ouais. dans les alentours de Nîmes, si je ne me trompe pas, un truc dans le genre. T'as eu des échos un petit peu là-dessus, ce qui s'y passe Pas trop. Pas trop. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu déçues parce que normalement, il devait y avoir un moment de questions-réponses et puis que ça n'a pas eu lieu pour des raisons de timing. Dans une box absolument magnifique. Mais c'est tout ce que je sais. Voilà, Ok. je me suis vraiment un peu désintéressé de Ouais. ça désormais. Mais est-ce qu'il y a toujours des échanges entre justement l'entité CrossFit et les honneurs de boxe ou c'est vraiment Non, je sais fermé que le peu de collaborateurs chez CrossFit France essayent de faire le taf, essayent de discuter avec des gens, essayent de faire remonter des infos, mais encore une fois, ils sont pas suffisamment et ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc même s'ils avaient envie de le faire, ça me paraît compliqué. Ouais. Ok. Si on revient un petit peu sur ces 10 années, c'était quoi un peu les principaux défis que tu as rencontrés en tant que gérant de salle? Les principaux défis, le management. Parce que justement, moi, je venais d'un monde extrêmement strict. Et je me suis dit, je veux absolument pas que ça se déroule comme ça si c'est moi le boss. Parce que c'est juste invivable. Et donc, j'ai fait totalement le contraire, ce qui n'était pas une bonne idée. Mais ça m'a permis derrière d'aller chercher un équilibre, quoi. Donc, le management. Parce que c'est très compliqué pour moi d'être tyrannique. Je suis beaucoup trop cool pour être tyrannique, en fait. Et donc, en fait, je me sens pas à l'aise avec cette posture-là. Et donc, j'ai une vision très simple. En fait, on est fait pour bosser ensemble ou pas. On va tester. Peut-être que potentiellement, tu serais un super pote, mais on n'est juste pas fait pour bosser ensemble. C'est tout. Donc, on essaye. Vas-y, c'est parti. Voici le cadre. Voilà. À l'armée, on dit limite gauche, limite droite. On te met quelque part, on dit, toi, tu t'occupes que de cet angle-là. Ouais. C'est ton collègue qui va s'occuper de cet angle-là. Donc, limite gauche, limite droite. Et si en fait, il respecte pas une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, stop, on arrête, quoi. Donc, il n'y a pas d'animosité. En fait, on fait un point, on dit stop, on arrête. Alors qu'à une époque, je le prenais vachement pour moi. Voilà. Ça ne marche pas avec le propriétaire, avec le patron. Mais avec l'humain que je suis, moi, il y a des gens avec qui j'ai travaillé que j'adorais, mais avec qui je dis stop, c'est pas possible. On peut pas travailler ensemble. Ça marche pas. Voilà. Donc, c'est là-dessus où j'ai fini par, entre guillemets, me séparer et me dire, OK, ce n'est pas l'humain qu'on attaque, ce n'est pas ma personne. On attaque mon poste. On attaque ma responsabilité de boss. Voilà. Donc, et puis surtout, mon cadre, ma manière de gérer. Ça ne te va pas. Je suis certain à 100% que tu vas trouver une box avec laquelle ça fonctionne. Ouais. Juste, moi, ça marche pas, c'est pas possible. Voilà. Mais ça, c'était dur à faire. Hein. Ouais, c'est tout ce que tu disais au début sur la structuration d'équipe qui a mis aussi beaucoup de temps à se faire.
Et je suis clair, hein, aujourd'hui, quelqu'un qui va bosser avec moi, je dis, je vais te le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, ce sera terminé. Ouais. Ok. Ok. Si on devait conclure un peu sur le cœur du sujet du modèle économique pour une salle bien gérée, pour toi, c'est quoi les ingrédients principaux qui font qu'une salle est bien gérée économiquement parlant? Je dirais la capacité à se détacher. Si tu es, encore une fois, au quotidien et que tu fais tout, tu feras tout mal. Ou tout très moyennement. Ouais. Tandis qu'une salle qui sera structurée, même si ça coûte de les sous, même si tu vas te foutre dans le rouge au bout d'un moment, il faut absolument que tu mettes en place une structuration. Même si il faut recruter des gens qui font le taf mieux que toi. Ouais. Ce sera forcément bénéfique à long terme. Ouais, c'est pas de la perte de temps, quoi. Ça fait très mal au compte bancaire au début. Là, par exemple, si jamais, par exemple, je me séparais et de Laetitia et de Baptiste, donc l'alternant, et de Camille, une autre alternante, mais je suis d'une rentabilité phénoménale. J'exagère, par rapport à d'autres business, c'est ridicule. Mais en tout cas, ça fait quoi ? Ça fait au moins 3 salaires de moins. Je pourrais me verser au moins la moitié de l'ensemble des 3 salaires. Mais par contre, j'explose en vol, parce que je fais tout. Bah oui. Je fais tout. Et puis quelqu'un qui vient à l'accueil en me disant je suis pas content, je finis par l'emplâtrer. Alors que là, aujourd'hui, je suis chill, je suis complètement détendu. Si je veux partir en vacances, je pars en vacances. Si je fais un burn-out et que je veux partir aux Philippines pendant 6 mois parce que tout le monde m'emmerde, je peux le faire. Si je me pète la jambe, je sais que la salle est bien gérée. Et du coup, à l'inverse, s'il y avait une seule erreur à éviter à tout prix, ce serait quoi? Une seule erreur. Bah, c'est de croire que t'es omnipotent. Si tu penses que t'es capable de tout, tu le seras, parce que je l'ai fait, hein. Mais tu vas l'être, je sais pas, les 6 mois, 1 an. Et puis au bout d'un moment, ça va commencer à te manger. Tu vas commencer à avoir des problématiques avec ta femme, parce que tu peux pas t'occuper d'elle. Et puis tes projets d'avenir, ce sera compliqué. Tu pourras pas partir en vacances, et puis que tu pourras pas acheter ta résidence principale, par exemple. Tu rouleras dans une caisse éclatée. Dès que tu as la moindre révision, tu as peur parce que tu sais pas comment tu vas gérer. Tu pourras même pas ouvrir ta boîte aux lettres parce que en fait, dès que tu vois le macaron de la République française, tu te chies dessus et tu as peur d'ouvrir l'enveloppe. Ça va te bouffer de l'intérieur. Donc non. L'omnipotence n'existe pas. Ok. Enfin si, mais en période courte. Ouais. Et si tu devais laisser ou donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce business-là? Il faut absolument apprendre le plus vite possible à prendre du recul et à justement faire plein d'erreurs et apprendre très très vite. Il y a des gens, en fait, ils font tout le temps les mêmes erreurs toute leur vie. C'est un peu comme, tu sais, les personnages dans les jeux vidéo, là, tu sais, quand ils se tapent contre les murs, ils continuent, ils essayent d'avancer, ils comprennent pas. Ah, tiens, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah, ça. Putain, mais change d'angle, quoi, merde. Enfin, tu vois bien que la porte, elle est juste à côté. Enfin, tu vois. Et t'as des gens, ils font ça toute leur vie. Et au bout d'un moment, tu fais un stop, arrête-toi, réfléchis, tourne de toi, regarde autour de toi, tu vois. Donc, essai, erreur, correction, essai, erreur, correction, essai, erreur, correction. Et puis, tu vas évoluer à la vitesse de l'éclair. Mais ça demande énormément de courage, hein, certaines fois. Ça demande un gros travail sur soi. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter sur tous ces sujets pour conclure? Non, je pense que j'ai tout dit. Peut-être, si jamais vous avez besoin d'un coup de main et que vous pensez que je peux vous aider, j'en parle à la caméra, si vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ok. Parce que c'est justement le rôle de ce groupe, c'est d'échanger un maximum. Et si je peux vous filer un coup de main, si je peux vous faire bénéficier de mes plus de 10 ans d'expérience et puis le management de 2 salles, avec plaisir. Voilà. Très cool. Bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Super. Merci Florian pour merci beaucoup. pour cet échange, de nous avoir accueillis ici.
J'espère que ce sera utile à j'espère aussi. quelques personnes. J'en doute pas trop, mais et voilà. Et puis on va continuer d'aller voir d'autres salles aussi pour avoir d'autres avis un peu sur différents sujets. Et voilà, merci. Avec grand plaisir.